Aujourd'hui, je vous présente un petit cours donc, sur l'IRM cardiovasculaire. Je vais assister avec l'application avec Philips. Donc, comme j'ai déjà mentionné, je suis docteur en imagerie médicale et je fais de l'assist dans l'application clinique chez Philips. Donc, pourquoi on fait ce cours avec Philips pour les utilisateurs de IRM Philips? Donc, depuis 2011, Philips collabore activement avec des utilisateurs pour contribuer à rendre l'IRM cardiaque plus accessible pour une utilisation clinique de routine. Les points forts étaient sur le confort pour effectuer des tâches plus ou moins difficiles d'un examen du IRM cardiaque avec des méthodes avancées. Donc, on utilise avec les machines, nouvelles machines, on utilise les ScanWise, un plan. Voilà, donc il a confiance, certainement des conseils clairs pour le guide, pour faire de l'IRM cardiaque, ainsi de l'angio. Avec Philips, on donne de nouveaux produits tels que le nouveau produit de Compressed Sense qui aide à réduire les apnées pour une meilleure observance de patients et obtenir une résolution plus élevée pour la qualité de diagnostic. Voilà. Donc, on estime qu'au moins de 5% des manipulateurs en IRM sont à l'aise pour manipuler un examen d'IRM cardiaque parce qu'en fait, la valeur diagnostique et pronostique ne cesse de évoluer en IRM cardiaque. Du coup, le nombre de procédures, certainement, elle va augmenter en parallèle. Donc, je vais expliquer le plan de cette formation. Donc, aujourd'hui, je vais concentrer sur un rappel anatomique ainsi qu'un rappel physiologique, mais certainement pour les événements éventuels, je vais pratiquer ou bien je vais montrer comment on fait le réparage pour l'examen cardiaque en présentant tout à fait les fonctions signées ainsi que la morphologie du cœur, comment on va faire la morphologie du cœur. Je vais élaborer ensuite comment on fait la perfusion ainsi le réessement tardif. Je vais entamer encore comment on fait chez Philips la quantification de flux. Ainsi, certainement, je vais élaborer le mapping comme l'étude 1, l'étude 2, l'étude 2 star, certainement sur le console d'acquisition et pratiquement comment on va faire sur l'IntelliSpace. C'est l'application de Philips pour le post-traitement. Je vais élaborer ensuite le coronaire 3D et certainement pour le cœur entier. Donc, je vais commencer par un petit rappel anatomique. Ben, tout le monde, puisqu'elle assiste à cette formation, bon, elle avait certainement des informations sur l'anatomie du cœur. Donc, le cœur est un organe musculaire creux. Son muscle est appelé myocarde. C'est d'origine grecque. Le myo, c'est le muscle et le carde, c'est le cœur. Certainement, le cœur occupe le médiastin dans le cage thoracique de part et d'autre. Donc, il y a le poumon. Donc, il se situe dans le partie inférieure, le partie inférieure, c'est le diaphragme. Et en supérieur, il y a les gros vaisseaux et antérieur, il y a le sternum, et la partie postérieure, c'est le tracé et l'œsophage. Donc voilà les gros vaisseaux, donc les coronaires, donc les artères, donc et il y a le poumon, le diaphragme certainement. Donc en fonction de la respiration, le cœur se déplace certainement. Vous avez connu que le cœur se déplace d'une manière du haut vers le bas. Donc, d'où l'intérêt de choisir dès le début de l'examen, c'est de choisir l'inspiration ou l'expiration et que le patient ait toujours la même apnée. Donc, afin de réaliser les acquisitions dans les meilleures conditions et figées, c'est-à-dire filmer ou bien imager le cœur, il faut réaliser les acquisitions en apnée grâce au triggering respiratoire
Et de plus de ça, on fait la synchronisation avec le sujet. Donc, on fait imaginer le cœur avec une synchronisation à le sujet pendant l'acquisition. Donc, ça, c'est un petit rappel sur le cœur. Il y a le levier sagittal ici. Donc, on voit clairement le cas de cavité. Le cas de cavité, on a le ventricule gauche, l'oreillette gauche, le ventricule droit et l'oreillette droite. Donc, l'aorte ainsi, donc on fait l'aorte. Donc, il y a les valves aortiques, donc les valves tricuspides et les valves mitrales. Donc, c'est l'anatomie, c'est un peu facile donc pour voir donc de point de vue anatomiquement donc sur le cœur. Donc il y a plusieurs vies, de plus qu'il y a les vies sagittales, coronales et axiales classiques. Il y a certainement d'autres plans, doit être oblique. Donc, on va voir l'axe, petit axe, grand axe, deux cavités, quatre cavités, certainement le trois cavités pour avoir le chambre de chasse ventriculaire gauche. Mais tout à fait. Donc, on va le voir dans la séance prochaine pour le repérage de plans. Donc, c'est une coupe axiale. Donc, on voit clairement donc, le ventricule droit et le ventricule gauche, ainsi le septum interventriculaire. Donc, voilà. Donc, maintenant, on passe pour les valves. Donc, les valves, certainement, il y a quatre valves. Donc, on se divise le cœur par le cœur droit et le cœur gauche. Donc, pour le cœur droit, on trouve le valve tricuspide. C'est le valve tricuspide. Donc, il est entre l'oreillette droite et l'oreillette, le ventricule droit. On a aussi la valve pulmonaire, c'est entre le ventricule et la veine pulmonaire. Donc, et pour la partie gauche, on trouve la valve mitrale, c'est la valve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, ainsi que la valve aortique. Euh, certainement, certainement, la vascularisation cardiaque est la phase la plus importante dans le cœur. On trouve les artères du cœur sont disposées en couronne, c'est d'où vient le mot coronaire. Donc, c'est une couronne autour du cœur, d'où leur nom, c'est de l'artère coronaire en fait. Les artères coronaires sont des artères coronaires droites, les artères coronaires gauches. Elles naissent de la portion initiale de l'aorte, c'est dans le sinus de Vasalva. L'aire de repos représente à peu près de 5% du débit cardiaque. Contrairement à la plupart des autres artères, elles sont perfusées lors de la diastole ventriculaire. Donc voilà, donc on trouve le coronaire droite et le coronaire gauche. Donc voilà deux vues de plan, plan sagittal et un plan axial. Là où il apparaît le deux coronaires, l'artère coronaire droite et l'artère interventriculaire droite. Donc, elle se trouve certainement dans cette ville sagittale, dans le sinus de Vasalva, où elle sort de l'artère coronaire de gauche, où elle se subdivise d'une part. Il donne donc l'artère circonflexe, et l'artère circonflexe, elle se divise, elle donne une ramification de l'artère marginale gauche. Il y a ainsi l'artère intraventriculaire. Donc, dans cette vie axiale, coupe axiale, on trouve, voilà, dans le sinus de Vasalva, on trouve l'artère coronaire droite, où il sort une partie droite, et l'artère coronaire gauche. Donc, maintenant, on va passer par un petit rappel physiologique. Certainement, dans l'IRM, on a vraiment besoin de faire de synchronisation cardiaque avec que ce soit le CJ ou bien le PPO. Donc, on va certainement voir comment on doit mettre les électrodes dans manipulation de pic dans l'électrocardiogramme et comment faire la synchronisation cardiaque. Voilà, donc, afin de garantir la qualité des enregistrements électrocardiogrammes, il est primordial de préparer la peau de patient de manière adaptée.
La peau est, vous avez, vous connaissez bien que la peau est peu conductrice, ce qui génère souvent des interférences turbulentes de signal au sujet. Donc, ni vraiment de, si besoin donc de raser donc le patient. Certainement, donc on a quatre électrodes. Si le signal est moins bon, donc pour avoir l'onde R dans le bon sens, il est possible d'invertir le vert et le noir. Ne pas hésiter à éloigner au maximum, parce que là, on fait l'éloignement des électrodes au maximum. On peut avoir une bonne qualité de signal, donc c'est une meilleure amplification du signal au sujet. Voilà ce qui est le résultat souhaité pour un technicien d'IRM. Donc, on voit bien les pics. Donc, maintenant, passons pour l'électrocardiogramme. Donc, vous connaissez tous l'électrocardiogramme, l'ECG, c'est une deux parties. Donc, on a l'onde P donc, pour la contraction auriculaire ou bien la contraction des oreillettes. Il y a un complexe QRS, c'est la contraction ventriculaire, et l'onde T, c'est la relaxation du ventricule. Donc, certainement, on a de TEP, c'est le phase de diastole. Donc, on parle maintenant de télestole, c'est le fin de systole. Et on parle de télédiastole, c'est le fin de diastole. Donc, ces nomenclatures sont très importantes. En IRM, généralement, on souhaite réaliser les acquisitions durant le segment TP, donc entre le pic T et le pic P. C'est un intervalle isoélectrique. Par extension, on parle de diastole. Pour le repositionnement des électrodes en cas de besoin, donc il faut le décaler un petit peu l'électrode, une vers la droite ou la gauche. Ça va lui permettre de s'affranchir du flux aortique. Et voilà, donc on peut faire éloigner au maximum les électrodes pour sortir de l'axe électrique de cœur et du flux perturbateur de l'aorte. Une fois les électrodes sont bien placées, donc on va réaliser certainement la calibration. Donc on fait donc la partie physiologie qui est affichée en En bas à gauche, c'est le console d'acquisition de l'IRM. Donc, on fait clic droit sur le cours. Certainement, il va apparaître une petite fenêtre. On doit vérifier si le vecteur cardiogramme doit être sélectionné, ainsi un temps de 5 secondes. Donc, après, on va choisir le propriété physiologique. On fait un clic gauche donc pour voir donc, comment on doit faire le calibration. Voilà, donc une fenêtre apparaît. Donc, il y a une calibration manuelle. Donc, et après, voilà, on va lancer la calibration. On doit cocher la calibration manuelle. Donc, il va terminer avec cette affiche. Là où il y a, on va début le calibration et va exécuter. Donc voilà, réellement, si le signal apparaît la puissance du signal va apparaître de cette fenêtre. Généralement, en vert, c'est très égal à vie de bonne qualité. Donc, on accepte cette calibration. Donc voilà, donc le résultat souhaité, donc là où il y a apparaître donc le ligne rouge, donc c'est qu'il montre vraiment que les ondes R sont bien détectées, ainsi que il y a la fréquence cardiaque, la vraie fréquence cardiaque de patient, et ainsi la fréquence cardiaque prise en compte pour la séquence. Donc c'est possible de le réfléchir chaque fois. Voilà, sinon donc on fait voilà donc vous voyez la différence s'il y a une bonne calibration ou pas. Donc, s'il y a une mauvaise calibration, on doit vérifier certainement les électrodes s'il possible. Donc, on peut sortir le patient certainement de scanner et on refaire donc l'emplacement des électrodes.
Voilà, donc pour Philips, pour le console de Philips, on doit suivre ces instructions et relancer chaque fois la calibration. Là où on avait des signaux vraiment pas détectés pour les ondes R et tout ça. Donc cette calibration certainement est obligatoire et on peut le faire à l'extérieur du tunnel, c'est-à-dire à l'extérieur de scanner. Donc c'est la méthode le plus préférée en début de l'examen. Donc on peut le faire en parallèle, si le patient est dans le scanner, c'est-à-dire dans les centres à travers le console, sauf qu'on peut le faire repositionner les électrodes et certainement on peut le faire au cours de l'examen. On peut le faire autant de fois que lorsqu'il est nécessaire pour le faire de réglage de VCG. Donc, on voit maintenant pourquoi on a vraiment besoin de calibration. Certainement, le signal ECG. Analyser le signal ECG, c'est pour déterminer la position, l'amplitude de piqueur, ainsi que l'amplification optimale du signal ECG. Donc, c'est pour but ensuite de réduire de façon significative l'effet hydromagnétodynamique, c'est-à-dire de diminuer le pseudo-croissance de l'antenne, mais souvent plus marqué dans une IRM 3 Tesla qu'une IRM 1,5 Tesla. Voilà, donc le signal physiologique, c'est un peu différent. Donc, par rapport, c'est en dehors de l'élément, voilà, le signal ECG de patient, mais l'interférence dans l'élément, voilà, le signal en rouge. Donc, le CG, c'est un signal électrique, certainement. Donc, dans un champ magnétique, il va créer ce qu'on appelle un courant induit qui le perturbe, certainement. Donc, vraiment se traduit par une croissance de l'onde dans l'amplitude peut parfois peut être supérieur à l'onde, ce qui est vraiment, c'est pas logique. Donc, dans les IRM cardiaques, l'onde, c'est l'onde le plus importante. C'est le plus facile à détecter, même dans le champ magnétique et pendant des radiofréquences. De ce fait, c'est qu'elle déclenche des acquisitions et permet la synchronisation cardiaque entre les deux piqueurs. Donc, on va faire la synchronisation et le suivi de signal cardiaque. Donc, en effet, s'il est possible de s'affranchir au mouvement respiratoire à l'aide de l'apnée, la synchronisation cardiaque, c'est le seul moyen de s'affranchir du mouvement de cœur. Voilà, donc, mais il faut faire attention, le signal ici dans les REM sert uniquement à la synchronisation de l'acquisition. Donc, c'est très important parce que parfois, le technicien il demande si le signal ECG, on peut le faire entrer dans le diagnostic, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. C'est au contraire parce qu'il est utilisé juste, c'est pour un outil de monitorage, il n'a pas aucune valeur pour, de diagnostic. Donc là où il y a un signal sujet trop faible d'une manière ou d'autre, donc on a vraiment l'impossibilité d'obtenir s'il y a un signal de sujet correct malgré le repositionnement d'électrodes. Donc par exemple en cas d'arythmie, donc on utilise le PPO et tout ici donc certainement elle va avoir donc un peu de sensibilité tout ça. Donc, mais comme on s'affranchit de quais de l'activité électrique de cœur, parfois très perturbée, on trouve une synchronisation permettant certainement la réalisation de l'examen cardiaque. Donc, comment faire le passage de PPO? Parce qu'en fait, dans la machine de Philips, dans le console d'acquisition, on peut faire de l'ECG, donc on peut faire de PPO. C'est dans l'onglet Motion, donc il y a des techniciens qui nous assistent, mais non, ils connaissent bien l'onglet Motion. Donc, on choisit le device et on choisit entre le PPO et le l'ECG. Donc, voilà, donc c'est dans l'onglet Motion. Donc, on sélectionne donc le PPO. Voilà, juste, il faut faire attention sur le pic de pression systolique détecté par le PPO est décalé par rapport à l'onde R de l'ordre de 200 à 300 millisecondes environ. Et il est important de décaler le temps de déclenchement, sauf dans les études cinétiques. Voilà, donc on décale un petit peu de 20% ici, donc pour voir
pour déclencher l'acquisition. Voilà, donc c'est un rapport de 20%. Voilà, ensuite on fait ce qu'on appelle le triggering delay à plus courte. C'est dans l'onglet Motion. Ensuite, on va choisir le trigger delay si on fait vraiment dans le mid diastole ou bien dans le end diastole ou bien dans le paramètre shortest, ainsi de suite. Il y a plusieurs paramètres. Si le radiologue il veut voir donc une acquisition qu'il doit vraiment commence pour l'indiastole, ou bien pour le début diastole, ou bien dans le moyen diastole, ou bien juste des séquences ou d'acquisition de court délai. Donc, c'est le technicien qui doit choisir donc le triggering délai. Voilà. Donc, pour la synchronisation cardiaque, vous connaissez tous, il y a deux types de synchronisation. Donc, c'est le triggering rétrospectif et le triggering prospectif. Donc, le triggering rétrospectif, c'est généralement utilisé pour le type cinétique. Donc, c'est une acquisition en fait continue sur toutes les pics. Mais le triggering prospectif, donc, c'est une acquisition fractionnée juste. Donc, c'est une acquisition entre les deux piqueurs. C'est pas une acquisition continue. Voilà. Donc, pour parler un petit peu sur le triggering rétrospectif, donc, on a ce qu'on appelle c'est une acquisition continue des données durant plusieurs cycles cardiaques. Et par la suite, on fait la reconstruction d'un seul cycle cardiaque. Donc, c'est une acquisition, voilà l'image. Donc, c'est une acquisition continue sur plusieurs cycles, mais réellement, la reconstruction, c'est un seul cycle cardiaque. Donc, c'est donc la possibilité d'étudier la systole cardiaque. Par contre, cela implique que l'ensemble des cycles cardiaques soit similaire, certainement. Donc, voilà, donc pour imaginer, donc le cycle cardiaque doit être vraiment similaire. Donc, prenons pour exemple une séquence signée de 10 phases. Donc, vous connaissez que le cœur, on peut le faire, donc le fonction signée sur plusieurs phases. Par exemple, on peut travailler sur 16 ou bien on peut travailler sur 30 ou bien, voilà, 32. Donc, on peut subdiviser les phases cardiaques. Donc, c'est un exemple, les réaliser sur 5 intervalles RR avec un rythme cardiaque à 60 bits par minute. Donc, on a donc une phase toutes les 100 millisecondes. Voilà, à chaque intervalle R, donc on travaille entre l'intervalle RR, une partie du plan de Fourier. Donc, c'était un petit peu des informations sur le reconstruction. Voilà, donc c'est dans le plan de Fourier de chacune. Donc, une partie du plan de Fourier RR donc, sera acquise sur chaque phase. Donc, le plan de Fourier est donc complètement doit être rempli donc sur ces 5 intervalles RR. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, on va subdiviser le plan théorique sur 5 parties. Donc, là où il y a le premier intervalle, donc RR, donc on le suit, on va l'ajouter, donc la deuxième partie de l'intervalle et ainsi de suite jusqu'au cinquième intervalle. Donc, certainement, ceci va être réalisé pour les chaque 10 phases. Suite à cette étape, on obtient certainement 10 plans de Fourier, donc permettant d'obtenir 10 images. Donc certainement, il y a une corrélation en termes de reconstruction de signal. Vous avez donc, il y a un signal brut, il y a donc en termes fréquentiels. Donc, elle va passer par le plan de Fourier. Après, on fait un transformé de Fourier direct pour avoir une image. Donc, vous connaissez bien qu'en termes dans le plan de Fourier, un point de Fourier ne fait pas, ne vous donne pas l'image vraiment dans le plan image. Donc, c'est une relation, c'est un échantillonnage en utilisant la transformée de Fourier. Voilà, dans ce cas, la résolution temporelle est donc de 100 millisecondes. C'est juste un exemple. Donc, en faisant de défiler ces images suffisamment vite
et on obtient l'effet, donc l'effet cinéma. Donc c'est la cinématographie, donc c'est les études fonctionnelles de mouvement de cœur. Voilà, c'est très important pour les études ciné. Voilà, c'est une image qui illustre ce que je suis en train de dire. Voilà, et la deuxième partie du triggering, c'est le triggering prospectif. Parce qu'en fait, dans ce cas, l'onde R déclenche l'acquisition. Donc, le déclenchement de l'acquisition, ça fait à partir de l'onde R. Elle est donc possible de régler le moment. J'ai déjà parlé de décaler un petit peu de 20% pour déclencher l'acquisition. C'est le temps de déclenchement. Voilà, donc c'est un 20% de ce temps. Donc, on va décaler de 20%. C'est le temps de déclenchement. Et la durée durant laquelle les données sont acquises, c'est dit les durées de tir ou de fusée. Donc, c'est afin de limiter les artefacts de mouvement. On choisit un moment spécifique de la diastole, le moment où certainement le cœur sera stable, c'est immobile, donc c'est très important de figer. Donc, c'est dans l'étude morphologique, tout ça. Donc, cette méthode permet des acquisitions lors de rythmes cardiaques euh, certainement, s'il y a beaucoup de perturbations et tout ça. Euh, voilà. Voilà, on parlait maintenant sur l'étude prospective. Donc, le triggering prospectif, c'est tout à fait comme le triggering rétrospectif. Donc, toujours dans l'onglet motion. Donc, on choisit le triggering. On va choisir le trigger. Voilà, donc pour le temps de déclenchement que je parlais de 20%, on le trouve de la partie trigger delay. Donc, le mid-diastole et tout ça, et l'end-diastole et short-diastole, tout ça, ce sont des valeurs prédéfinies. Donc, longest and, on peut l'utiliser avec l'user-defined, on peut l'insérer le valeur qu'on ait vraiment besoin de le faire. Voilà, donc c'est le Windows, c'est le fenêtre RR. Donc, là où il y a ensuite, donc, c'est une réjection d'arythmie. Donc, voilà, je vais expliquer un petit peu sur le fenêtre RR. Donc, ce qui correspond à la période durant laquelle une onde R est prise en compte lors de l'acquisition. S'exprime en pourcentage généralement. Donc, je le divise 10% et 20%. Donc, si le 20%, c'est mentionné pour le déclenchement et tout ça. Donc, voilà, donc 10% avant land R et 20% après land R par défaut. C'est le fenêtre R, donc c'est le console Philips. Voilà, donc je vais prendre un exemple d'un patient avec un rythme cardiaque de 60 beats par minute. Donc, on doit idéalement avoir une heure toute les 1000 secondes, donc dans une seconde, on va idéalement avoir une piqueur, ce qui veut dire qu'entre 900 et 1200 millisecondes, soit c'est proportionnel entre 64 buts par minute et 72 buts par minute. Le R suivante est prise en compte, sinon elle sera exclue. Donc, c'est pour cela on doit faire les acquisitions dans le même fenêtre, tout ça. Donc, ceci va autoriser certainement une certaine variation de rythme cardiaque sans générer certainement de flou. Aussi bien, si, c'est la même chose en rétrospective que le prospectif. Voilà donc pour le rejet d'arythmie. Donc, en rétrospective, est toujours activé. Donc, s'il y a un rejet d'arythmie au patient avait un arythmie, donc il va certainement, les images va être un petit peu moche. Donc, c'est très important pendant l'arythmie, donc on fait de rétrospective. Sinon, bien sûr, l'onde R n'est pas dans le fenêtre RR qu'on a déjà parlé. Donc, les données acquises lors de cet intervalle RR sont plus en compte
en termes acquisition et certainement en termes de post-traitement ou bien de reconstruction dans l'image, afin de conserver sur l'IS, donc le parti de, voilà, donc c'est le patient, le battement toujours, donc environ donc 60 bits par minute, une onde R toute une seconde, c'est une variation onde. Donc, si une onde R en dehors de la fenêtre, donc voilà, si une onde R est en dehors de la fenêtre RR, les données doivent être exclues. Donc, ce qui va donner une augmentation un petit peu de temps d'apnée. Donc, certainement, le temps d'apnée va être lié directement à la quantité de données acquises. Voilà. Donc, la solution pour, euh, pour aller plus loin, donc, c'est l'ONR est toujours le point de départ des nouvelles acquisitions. C'est toujours, on doit faire les acquisitions tout le début de l'ONR. Donc, et dans le cas, dans le registre d'arythmie, donc dans le cas, on a parlé de rétrospective, et dans le cas de prospective, il faut permis d'assurer que le cycle cardiaque pris en compte, et bien évidemment dans le fenêtre RR, s'il ne l'est pas. Donc, les données ne sont pas prises en compte, en fait. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose ici. Vous voyez un petit peu, c'est donc l'acquisition donc, elle sera prise en compte. Donc, si par exemple le patient a un rythme de 68 par minute, doit avoir une onde R toutes les 1000 secondes, donc une seconde, c'est aux variations plus autorisées par le fenêtre R. Donc, une onde R déclenche toujours l'attente de trigger delay et peut donc déclencher une acquisition, mais celles sont conservées les données acquises lorsque l'onde R suivante arrive à 1000 secondes plus tard, plus ou moins les variations autorisées. Donc voilà, on a parlé, c'est un rappel, donc on a commencé par un rappel anatomique du cœur et on a passé par l'emplacement des électrodes, c'est très important parce que euh, hier j'étais avec une équipe qui travaille sur une machine de 1,5 Tesla et le conseil que le technicien vraiment ont besoin de dire cette phrase. Si vous avez besoin d'avoir une belle qualité d'image et un examen cardiaque vraiment lavé de bien de réussite, c'est c'est la partie sur le patient et l'autre partie c'est le technicien parce que l'acquisition, et l'image, le vu, le mapping, le flux et tout ça, ça n'avait pas de sens si on est vraiment on dépasse ces paramètres-là. Si on dépasse l'emplacement des électrodes, si on passe de modification de ces paramètres-là, en cas de prospective, en cas de rétrospective, le triggering et tout ça. Donc, les valeurs de motion, c'est encore, le cœur, c'est un corps, il fait beaucoup de mouvements, donc on a vraiment beaucoup d'artefacts. Donc, les valeurs le plus important, toujours au début de l'examen de l'IRM, sont ces paramètres qu'on a déjà parlé. Donc, pour avoir une belle image, donc il faut sauvegarder ces paramètres-là dans vos têtes et voilà, donc et on travaille de cette manière-là pour certainement pour avoir l'étude morphologique et les études saignées, ainsi que le rehaussement tardif, le flux, etc., ainsi que le mapping. Voilà, j'ai terminé donc cette petite partie, donc on va entamer la science ou bien prochaine pour entamer plus précisément sur le repérage, sur le couple, sur les plans qu'on ait vraiment besoin pour réussir un examen cardiaque. On va parler donc sur le short axis, long axis, le 2 KVT, le 3 KVT, le chambre de chasse ventriculaire gauche, le chambre de chasse ventriculaire droite.
Et ainsi, on va parler de la perfusion, le réassement tardif, et les séquences les plus adaptées, ainsi que le mapping. On va parler certainement de TIA mapping, de TD mapping et tout ça, donc pour différentes maladies cardiaques. Voilà. Merci beaucoup.